Bonjour. Écoutez, je ne suis pas sûr d'avoir forcément la réponse à toutes vos questions. Enfin, voilà, donc on essaiera de... Vous pouvez passer, Ouais. c'est juste celui-là. C'est celui-là. D'accord. Bon, bah écoutez, donc merci. Donc je me présente, je suis Jean-Yves Pirga, je suis oncologue médical. Donc je travaille, grande chance de travailler avec Delphine. Non, elle est là. Et puis donc avec mes autres collègues, bien sûr, de l'Institut Curie. Et donc, après, il y a, si vous voulez, dans la prise en charge des cancers du sein, sur l'évolution actuellement des traitements, alors là, effectivement, on est actuellement dans l'évolution de la prise en charge du cancer. J'avais envie de mettre une petite montagne avec l'escalade et la désescalade, en fait. Parce qu'effectivement, on prend un peu une métaphore d'alpinisme. Parce qu'il y a heureusement maintenant des situations, mais c'est surtout au stade précoce, où on peut justement être dans une réflexion, que maintenant les taux de guérison sont devenus tels qu'on peut essayer de réfléchir à aller vers la désescalade et essayer de voir chez quelle patiente on n'a pas besoin forcément de donner autant de médicaments, autant de traitements. Et l'exemple très classique, c'est est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire une chimiothérapie, ce qu'on appelle adjuvante, c'est-à-dire préventive à un stade précoce du cancer du sein, et donc de s'aider de tout un tas maintenant d'outils de biologie moléculaire qui peuvent permettre d'être justement dans cette logique de désescalade pour, et ça c'est l'objet de la discussion aujourd'hui, dans le cancer du sein avec des métastases. Pour le moment, on n'est pas encore dans cette discussion de désescalade, et plutôt, on est plutôt encore dans essayer de trouver de nouveaux traitements, de nouvelles façons d'attaquer la maladie, et pas forcément de réduire le traitement. Et puis, on est effectivement dans une situation où il faut effectivement à la fois augmenter l'efficacité, mais aussi être, et ça fait l'objet de toute la discussion, augmenter aussi la qualité de vie qui est associée à ces traitements. Et ça, c'est aussi l'enjeu de, justement, la tolérance de ces nouvelles molécules. Bien sûr, il faut que ce soit efficace et que ça permette de mieux contrôler la maladie le plus longtemps possible, avec toujours ce graal d'arriver à la guérison un jour de stade de maladie. En tout cas, maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'on peut avoir des rémissions très longues, et une rémission très longue, ça correspond justement à terme à ce qu'on va appeler une guérison. Ça, c'est effectivement notre but à tous. Et donc de voir quels sont les secteurs divers et en tout genre où on peut effectivement essayer d'améliorer les choses. Alors, pardon, ça y est, je me suis déjà trompé. Très bien. Bon, en gros, vous savez, il y a 3 grands sous-types de cancer du sein. On va être assez... voilà, il y a le cancer du sein, ce qu'on appelle avec les récepteurs hormonaux. C'est la grande majorité des cas. Il y a, on l'a évoqué là, le cancer du sein dit triple négatif, donc justement toute l'avancée sur ce qu'on va appeler justement cette prise en charge et surtout les actions dédiées à ça sur les triplettes. Et puis la maladie dite HER2 positive, où effectivement, là aussi, il y a eu pas mal d'évolutions. Alors, c'est bien, c'est tout blanc, c'est parfait, donc on ne voit rien du tout. Je vais dire que c'est la faute du masque de la diapo. Par contre, il y a un retour en arrière possible? Non, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ah, zut. Eh ben, on peut y arriver peut-être. Oui, non, c'était pas, c'était ça. Bon, eh ben, écoutez, donc ce qui était marqué là, c'était le but des traitements, c'est justement parfois d'essayer d'enrayer cet emballement qu'ont les cellules cancéreuses, donc de proliférer et donc d'agir justement sur cette prolifération avec différents types d'agents. Alors, ce qui a été par exemple une évolution donc plus récente, enfin ça fait déjà quelques années qu'on utilise ce type d'agents, sont des agents qui agissent donc sur ce cycle cellulaire et qui vont marcher essentiellement combinés avec des traitements anti-hormonaux. Et donc ça fait partie des choses qu'on utilise et qui vont maintenant apporter beaucoup d'avantages. Et maintenant, donc, effectivement, on a gagné en termes de durée, mais aussi, je pense, en termes de qualité de vie avec ce type de traitement, parce qu'on n'est pas dans la chimiothérapie conventionnelle, avec tout ce que ça suppose. Et donc là, c'est déjà un progrès important. Mais bien sûr, c'est jamais suffisant, parce que le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, il y a ce qu'on appelle une résistance qui s'installe, et c'est toute la problématique de cette maladie, c'est d'arriver à passer outre cette résistance et trouver d'autres solutions quand ça ne marche plus. Alors j'ai mis ça, c'est exprès, c'est volontairement très compliqué, mais c'est justement aussi, c'est pour refléter la problématique. C'est, pourquoi ça ne marche plus?
Et ça, justement, on aimerait bien savoir. On aimerait bien savoir, on aimerait bien comprendre. Et alors, il y a plein de pistes. Alors, c'est pas mis le plan du métro, mais c'était un peu l'idée. Hein, c'est ça. Il y a plein d'embranchements partout. Il y a tel mécanisme qui peut là. Et donc, de se dire à quel moment on peut essayer d'avancer et de bloquer quelque chose qui fait que ces fichues cellules cancéreuses continuent de proliférer alors qu'on pensait avoir quelque chose qui était efficace. Alors, il y a plein de médicaments qu'on essaye d'utiliser, qu'on va essayer de bloquer une cible bien particulière. Alors, je ne sais pas si très rapidement, il y a plein de molécules qui vont essayer de bloquer des tas de choses très particulières dans notre fameux... voilà, dans tous nos embranchements, on va essayer de bloquer avec tout un tas de molécules. Et maintenant, justement, c'est le fruit de... Non, moi je vais le mettre comme ça. Ah, pardon. Ah oui, je suis dans le fond, alors en plus, d'accord. Bon, très bien. On n'entend pas en plus ce que je raconte. Enfin, de toute façon, je ne sais pas si c'était si intéressant que ça, en fait. Bon. Alors, c'est compliqué. Voilà. Donc, le message, c'est que c'est compliqué. Et donc, on essaye de trouver des différents types de solutions. Alors, je ne vais pas passer en ligne parce que ce n'était pas l'objet de tout ça. Il y a plein de médicaments, mais j'aime bien cette diapositive. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver des molécules plus... bah oui, je ne peux pas bouger, alors. Voilà, pas bouger. Non, mais... Prenez ça, vous serez libre de bouger, ça sera mieux. Ouais, c'est ça. Et là, vous m'entendez pas. Voilà, oui, parfait. Bon, et donc, le but, c'est d'essayer de trouver des médicaments qui vont à la fois être le plus précis possible. Hein, donc, alors là, bah, c'est des molécules, donc ça fait partie actuellement justement des essais qui sont en cours et en développement. Et de rentrer même dans la complexité, c'est d'essayer de trouver la molécule qui va bloquer spécifiquement telle anomalie avec telle mutation très précise du gène en question. Donc on avait là par exemple un essai, c'était la mutation, la 1047 et pas une autre qu'il fallait effectivement bloquer pour essayer de trouver. Donc vous voyez, quand Delphine parlait des critères d'éligibilité pour rentrer dans tel essai, il faut avoir eu effectivement déjà... remplir tous les critères que tu as énoncés, et en plus que la maladie soit porteuse de la fameuse mutation, etc., pour que ce soit effectivement pertinent de proposer cet essai thérapeutique. Donc ça suppose effectivement aussi de faire, il y a la personne, donc de faire ce qu'on appelle ce travail de screening, c'est-à-dire de vérifier que effectivement tout là, mais il y a aussi tout ce travail d'analyse de la maladie, de la tumeur, pour être sûr que ça va être pertinent. Et ça va se faire à un niveau à la fois anatomo-pathologique, et donc sur l'analyse précise, et encore plus loin ou différemment, justement, sur cette analyse très précise des anomalies moléculaires qu'on va essayer de trouver dans la tumeur. Et ça, cet aspect, on va dire, plus personnalisé, mais pas personnalisé de la personne, c'est personnalisé par rapport à la tumeur, effectivement, c'est vraiment ça qui est le développement très particulier des essais cliniques actuellement. Et ça, c'est maintenant devenu la routine. Et donc, voilà, il y a plein... J'ai passé... En fait, c'est juste pour montrer qu'il y a plein d'études maintenant qui sont dans cette logique-là d'essayer de proposer en fonction de l'anomalie très précise et des cas très précis. C'est pour ça qu'effectivement, ces réseaux, pour pouvoir dire est-ce qu'on rentre vraiment dans la bonne case, c'est particulièrement important parce qu'il faut remplir tous ces critères et aussi sur l'analyse moléculaire. Et surtout, le message que j'ai entendu et sur lequel je voudrais renchérir, c'est effectivement ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les essais cliniques, ce n'est pas l'essai clinique souvent de la dernière chance, de la dernière molécule qu'on n'a pas. Non, en fait, cette démarche de recherche clinique, c'est quelque chose qui arrive très tôt. En fait, c'est même dès le départ. Il y a plein d'essais aussi même sur le dépistage, sur la prévention, etc. Donc, l'image aussi de l'essai thérapeutique de la dernière chance parce qu'on n'a pas trouvé un médicament, non, c'est pas ça. La recherche clinique, en fait, c'est tout au long du parcours, et chacune de ces étapes peut faire l'objet justement d'une amélioration. Et quand je le disais en termes de désescalade, aussi justement, cette désescalade, on a pu le faire justement grâce à ces essais. L'exemple très concret, il a bien fallu faire des essais randomisés pour dire est-ce qu'on peut faire une conservation du sein avec de la radiothérapie par rapport à faire une mastectomie totale, ce qui maintenant est une évidence qu'on connaît, mais il a bien fallu que 40 ans avant, on fasse ce type d'essai randomisé pour prouver que voilà, c'était sûr et qu'on allait obtenir les mêmes taux de guérison. Et donc, voilà, dès très tôt, c'est indispensable d'être dans ces essais. Et donc,
pour montrer que, bon, effectivement, c'est compliqué, mais dans les molécules, par exemple, qu'on va utiliser, c'est actuellement ce qu'on appelle des CERT. C'est juste pour donner quelques exemples hein, de ce qui est. C'est, par exemple, c'est des nouvelles molécules qui vont agir sur le récepteur aux hormones, aux œstrogènes. Donc, on va vraiment essayer d'attaquer très spécifiquement ce type de molécules et empêcher que, justement, elles deviennent résistantes aux traitements anti-hormonaux. Donc, c'est une des nouvelles innovations. Et puis, surtout, leur avantage, c'est qu'elles se donnent en comprimé, alors que jusqu'à présent, le médicament de référence dans cette classe-là, ça se donne en intramusculaire, tous les mois, une piqûre dans chaque fesse. Non, non, madame, c'est rien du tout. Ouais, bon. Oui, si vous le dites, docteur. Moi, je sais pas. Voilà. Donc, effectivement, ça, c'est typiquement une des pistes, à la fois plus grande efficacité, et puis un mode d'administration qui sera effectivement plus tolérant. Et donc, pour montrer aussi cette piste, c'est d'être de plus en plus dans la sophistication de ce blocage très particulier. Alors, c'est juste pour faire dans le technique, mais plus en termes de raisonnement. C'est-à-dire, voilà, maintenant on va faire une molécule qui va être capable de se fixer directement sur le récepteur et qui va avoir une espèce de queue au bout et qui va servir à attirer quelque chose à l'intérieur de la cellule qui va venir manger, dégrader l'ensemble du complexe. Donc, à l'intérieur de la cellule, on va aller cibler quelque chose. Donc là, c'est le récepteur aux oestrogènes qui fait... Allez. Et en fait, on va indiquer à la cellule, ben là, il y a quelque chose qu'il faut détruire. Et donc, ça va être une façon assez sophistiquée, mais très précise, d'aller dire, voilà, on peut détruire spécifiquement ce récepteur qui va stimuler la cellule et faire qu'elle s'emballe. Donc ça, c'est aussi une des façons d'agir sur ces cellules. Et bon, bah, je peux montrer que, voilà, pour le moment, c'est encore assez préliminaire, mais les phases, ce qu'on appelle 3, arrivent maintenant pour ce type d'approche. Et puis, je vous parlais de ces fameux CDKI. Et donc, voilà, avec mon métro, ça tourne, c'est la roue de la prolifération cellulaire. Et à chaque fois, on dit, bah, où est-ce que je peux essayer de bloquer la cellule, mais sans bloquer toutes les autres cellules normales qui ont aussi besoin de proliférer. Et donc, c'est ce type d'approche. Et ben, on a bloqué, alors, c'est pour faire dans les numéros, alors on a bloqué le 4 et le 7. Alors maintenant, on bloque le 2 et le 4 et le 6, pardon. Le 4 et le 6, et donc on bloque le 2 et le 7. Voilà, donc on change encore la façon de s'attaquer à cela avec ce type de... Et donc, typiquement pour dire, ben voilà, il y a cet essai-là, dans lequel, ben justement, les patientes de Curie ont participé, où on combinait à la fois ces nouveaux médicaments qui bloquent directement le récepteur et les nouveaux médicaments qui bloquent la prolifération cellulaire, qui sont justement la génération suivante de ce type de médicaments. Donc, voilà. Et ça, bah, c'est un exemple d'essai thérapeutique proposé là. Bon, bah, il vient de terminer, donc j'en parle là maintenant, mais comme Delphine l'a expliqué, bah, voilà, il y a un moment, ça c'est fini, il n'y a plus de possibilités, mais il y aura d'autres explorations de cette voie-là. Et puis, une des choses, par exemple, dans les essais, c'est essayer de faire des progrès sur l'imagerie, de savoir est-ce qu'on est capable, plutôt que d'aller faire une biopsie et donc de demander à nos collègues anatomopathologistes de dire est-ce que le récepteur il est bien là dans la tumeur et donc est-ce que mes médicaments contre les hormones vont fonctionner, est-ce qu'on a un moyen de savoir si le récepteur est toujours là. Et donc c'est les techniques d'imagerie, ce qu'on appelle les PET scanners. Mais au lieu de faire le PET scanner habituel avec le fameux sucre fluoré, parce qu'effectivement, à chaque fois, on dit, mais docteur, moi, je ne mange plus de sucre parce que de toute façon, le sucre, ça alimente le cancer, c'est marqué partout, et donc, il ne faut pas manger de sucre. Bon, après, on explique que c'est vrai au départ, mais toutes les cellules mangent du sucre. Hein, et surtout les cellules du cerveau, d'ailleurs, s'ils ont besoin de sucre pour fonctionner. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne va pas manger de sucre que, malheureusement, le cancer que le cancer va s'arrêter. Malheureusement, il va trouver du sucre ailleurs dans le corps. Donc, ce n'est pas finalement la bonne méthode. Mais par contre, le principe du PET scanner, ça va être de montrer quelles cellules prolifèrent et on va essayer aussi de les marquer avec le récepteur, justement, aux hormones. Et donc, de voir s'il est présent sur les cellules. Et donc, ce que vous avez, c'est juste pour montrer, là, c'est le PET scanner de quelqu'un qui est avec un PET scanner normal. Et puis là, c'est de voir si les points sont aussi avec le récepteur. Et de voir s'il y a une différence entre les deux. Et donc, par exemple, chez cette personne, ben là,
il y avait des points qui fixaient, mais par contre, avec le récepteur, ça ne marque pas du tout. C'est normal, ça c'est le foie, et c'est pas grave. Un foie qui va bien, un intestin qui va bien, donc tout va bien, mais par contre, sa maladie, elle, n'est plus sensible, a priori, au traitement hormonal. Et donc, ça permet de ne pas continuer un traitement. Et donc, il y a un essai actuellement, donc là, par contre, il est ouvert, celui-là, sur les patientes chez qui, justement, le traitement de première ligne, ce qu'on appelle avec les anti-CDK 4 et 6, ne fonctionne plus, et bien, de proposer, de voir, est-ce que ça vaut le coup de tenter une autre ligne de traitement avec un traitement anti-hormonal, avec une autre thérapie ciblée. Et donc, de s'aider à la fois de l'imagerie, et puis de quelque chose que on a particulièrement travaillé aussi justement à la cytologie, de chercher ce qu'on appelle des cellules tumorales circulantes dans le sang, si on est capable de détecter des cellules du cancer du sein. Et donc d'utiliser les deux informations, combiner ça pour dire, il y a un côté, là il y a quand même une forte probabilité qu'un autre traitement anti-hormonal fonctionne, ou à l'inverse, ça ne marque pas ou très peu sur le PET scanner, et puis en plus on trouve beaucoup de cellules tumorales circulantes, là il faut peut-être passer plutôt à un traitement, on va dire, de chimiothérapie classique, mais justement c'est la suite de mon chapitre. Maintenant, ce n'est pas forcément des chimiothérapies classiques. Bon, on va passer sur tout ça, parce que sinon, vous allez me dire que... voilà, c'est compliqué. Bon, de toute façon, ce sera la conclusion. Mais on y travaille. Donc, c'est de montrer que, justement, on peut essayer de cibler plus spécifiquement des cibles. Alors, le principe, ça, c'est toute une classe de médicaments. Alors, ce n'est pas que pour le cancer du sein, c'est dans plein d'autres cancers, mais c'est dans le cancer du sein que peut-être les choses ont avancé assez vite, et dans l'utilisation routine de ce type d'agent, c'est de se dire, voilà, on a un anticorps, je vais cibler quelque chose de très précis sur la cellule, mais bon, ça marche déjà, on connaît ça depuis 20 ans, un métier très célèbre pour les maladies HR de plus, qu'on appelle le nom commercial, c'est l'herceptine. Alors maintenant, c'est ce qu'on appelle un biosimilaire, donc c'est le trastuzumab, parce qu'il peut être fabriqué, heureusement, de tout un tas d'autres façons, en gardant la même efficacité, mais en étant beaucoup moins cher de cette façon-là aussi, parce que ça fait partie justement des évolutions importantes dans les médicaments. Ça fait partie d'ailleurs des essais possibles, tout simplement de vérifier que ce qu'on appelle un biosimilaire a exactement la même efficacité, qu'on est dans la même gamme et d'effets secondaires et d'efficacité, pour vérifier ce genre de choses, parce que ça aussi, ça fait partie des progrès importants pour la prise en charge des patients. Donc, d'avoir ce type de médicament, mais là, cette classe, c'était la première génération, c'est d'y accrocher de la chimiothérapie. Et donc ça fait partie maintenant vraiment des médicaments qui sont rentrés dans la pratique. En fait, c'est une façon quand même plus sophistiquée, plus spécifique, mais malgré tout, ça reste quand même des effets secondaires de chimiothérapie. Et on l'évoquait là tout à l'heure sur la tolérance du sacituzumab govitecan, ce fameux Trodelvy, qui a quand même été une avancée importante pour les patientes avec des tumeurs triple négatives. Mais, même si c'est très spécifique et ça a montré son efficacité, ça garde des effets secondaires de chimiothérapie. Et en particulier, perte de cheveux, baisse de globules blancs, etc. Donc c'est effectivement des nouvelles générations, mais le profil de tolérance n'est pas forcément non plus idéal. Et alors, est-ce que j'ai ma petite initiation? Voilà, alors ça rentre comme ça va s'accrocher à la cellule, ça rentre, hop, et après, ça va relarguer à l'intérieur de la cellule, ça va relarguer à l'intérieur de la cellule, justement, la chimiothérapie, et théoriquement, être plus efficace, et quand même avec moins d'effets secondaires, puisque ça va éviter d'en mettre un petit peu partout, justement, en termes d'effets de traitement. Et donc maintenant, ça c'était la première génération, maintenant il y a des deuxième, surtout troisième génération, où c'est devenu de la chimie beaucoup plus sophistiquée, et on est capable de charger la bête, c'est-à-dire que l'anticorps ne va pas apporter une ou deux molécules de chimiothérapie, il va en apporter beaucoup plus, et il va être beaucoup plus spécifique, et être capable de le regarder de façon beaucoup plus précise aussi à l'intérieur de la cellule, et donc permettre d'avoir ce type d'efficacité. Et donc de montrer, alors là c'est pour de la maladie H1 de+, qu'on peut avoir justement quand même un changement majeur d'efficacité par rapport à la première génération de ce type d'anticorps, et de montrer que effectivement ça marche clairement mieux dans ce cadre-là pour les patientes. Donc ça, effectivement, c'est possible. Et alors, pour aller dans les autres, là, c'est que maintenant, vous allez montrer aussi que ça marche au niveau des métastases cérébrales, et que ça va passer au niveau cérébral. Ça, c'est ce genre de choses, je vais passer là-dessus. Donc là, c'est ça. Et voilà, alors
je l'ai laissé en anglais, mais maintenant, en fait, c'est devenu un espèce de mécano. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on va essayer, à partir de cette molécule, de faire différents cas de figure. Je veux savoir contre quoi je vais diriger mon anticorps. Donc je peux essayer de trouver tout un tas de cibles différentes. Là, on parlait de ce que HER2, le sacituzumab govitecan, c'est TROP2, mais maintenant, il y a HER3, il y a tout un tas d'autres cibles diverses. Donc dans l'estomac, là, j'étais sur un truc, c'était sur les Claudine 18, enfin tout un tas de cibles différentes qu'on va essayer de cibler. Et puis, on va essayer d'accrocher tout un tas de choses différentes en termes de chimiothérapie. Alors après, c'est là où on a un peu besoin aussi et d'intelligence artificielle pour faire des modélisations, pour essayer de trouver toutes ces molécules. Mais c'est vrai que c'est quand même un changement. Et maintenant, dans toutes les avancées, tous les essais thérapeutiques, on va avoir ce type d'agent. Ça offre à la fois une gamme très large. Après, bien sûr, il y a beaucoup d'appelés, pas forcément autant d'élus, justement, dans les molécules qui vont réellement changer la vie des gens. Donc ça reste toujours le lien. Mais ça ouvre, justement, beaucoup de possibilités. Et là, il y a des démonstrations d'efficacité déjà actuelles. Donc, là aussi, ça fait partie des choses possibles. Et puis, pardon, ça c'était quoi ? Oui, c'est ça. Donc, c'était sur les autres molécules, HER3, par exemple. Et puis, je ne vais pas... L'autre chose, sans vouloir trop le développer, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'immunothérapie. Donc l'immunothérapie, ça aussi, ça a été une révolution dans beaucoup de pathologies, peut-être de façon plus lente et peut-être de façon moins spectaculaire pour les cancers du sein, par rapport à d'autres types de cancers, comme les mélanomes, qui ont été les premiers. La révolution, c'était 2011, où vraiment c'est apparu que ça a donné des résultats majeurs dans les mélanomes, et puis après dans tout un tas d'autres. Maintenant, vous le retrouvez dans énormément de cancers différents, le bénéfice de l'immunothérapie. Maintenant, il y a des indications précises aussi dans les cancers du sein, mais qui restent, on va dire, relativement limitées pour surtout justement les formes dites triple négatives avec certaines caractéristiques. Mais ce principe justement de l'immunothérapie, c'est-à-dire de restaurer les défenses immunitaires contre le cancer, donc c'est-à-dire, c'était ça la découverte et ce qui a valu le prix Nobel de médecine à ces deux Américains et un Japonais qui avaient justement mis ça en évidence, c'est que c'est déjà un mécanisme existant au niveau du corps, et qui en fait est réprimé par le cancer, qui a appris en fait à amoindrir les défenses immunitaires et le laisser proliférer. Et donc là, avec des anticorps qui vont être là capables de restaurer ces défenses immunitaires. Donc c'est ça qui a été vraiment l'idée majeure et qui enfin a marché, parce que pendant très très longtemps, toute l'immunothérapie des cancers, ça a beaucoup cherché et au départ peu trouvé. Donc là, effectivement, c'est devenu la routine. Et donc c'est simplement pour dire qu'une des évolutions, et dans les cas des essais, et donc Delphine justement c'est quelque chose puisqu'elle est justement en charge de ce type d'études, c'est de dire on va combiner deux choses. Quand je vous disais on n'est pas dans la désescalade, on est plutôt au contraire dans combiner les médicaments. Et donc les fameux anticorps conjugués dont je vous parlais, ça va être de les combiner avec de l'immunothérapie. Et donc ça fait partie des choses actuellement. Ça, c'est des essais qui sont en cours, à venir. Certains passés dont on attend les résultats qu'on devrait avoir justement dans l'année qui vient, de voir si vraiment le concept se vérifie, parce qu'effectivement, il y a eu des essais. Alors, c'est un joli nom de fleur, c'était Bégonia. C'était plus pour moi. Et de montrer que, voilà, en combinant et de l'immunothérapie et ces anticorps conjugués, donc là, c'était des patients avec des tumeurs triple négatives, eh bien, on pouvait avoir, alors là, c'est juste des réponses. Après, c'est les premières étapes. Quand je vous disais, il faut, comme vous l'avez expliqué, passer ensuite aux étapes de phase 3, eh bien, c'est de montrer que cette combinaison des deux, manifestement, ça augmentait l'efficacité. Et donc, c'est probablement une des pistes importantes. Et en fait, c'est un principe assez général de se dire que est-ce que ça va marcher? Là, ça marche sur des tumeurs triple négatives. Est-ce que ça marche sur les autres types de cancers du sein qui ne sont pas triple négatifs? Et c'est un concept assez général de l'immunothérapie, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des tumeurs qu'on appelle froides, c'est-à-dire qu'elles sont peu réactives à l'immunothérapie, et c'est de rendre chaudes des tumeurs dites froides. Et ça, c'est là aussi des choses au départ qui ne marchaient pas, en fait. On s'est dit, on va y arriver sur ces tumeurs peu proliférantes et qui sont peu accessibles à l'immunothérapie. Et on voit enfin se dessiner quelques exemples
pour les cancers du sein. C'est aussi pour ça, par exemple, pour les cancers de la prostate, si on prend un peu l'analogie, ça ne marche pas non plus de façon extraordinaire, l'immunothérapie, loin de là. Alors que pour d'autres cancers plus agressifs, ça marche. Donc, c'est le but de rendre justement ces tumeurs comme ça. Et puis, donc, ça, c'était les essais qui sont en cours de ces combinaisons d'anticorps. Et voilà, et dans les pistes actuelles, sur ces fameux anticorps, c'est ce qu'on appelle, parce que justement, on a dit, là, au dernier congrès européen, on a entendu parler des anticorps bispécifiques, et pourquoi j'ai passé à docteur, justement, dans les essais. Mais ça vient, et donc c'est dans les phases, là, qui sont plutôt dans les phases précoces et bispécifiques, c'est de se dire qu'on va attaquer les cellules d'un côté, et avec la queue de l'anticorps, accrocher des cellules immunitaires. Donc ça va être une façon, justement, de... Voilà, donc c'est faire le pont entre les deux et d'avoir une double fonction, donc pour rendre encore les choses plus efficaces. Donc là aussi, ça fait partie des pistes actuellement explorées. Voilà, et donc, je voulais juste terminer là-dessus, sur... oui, petit camarade, c'est... Au début, quand je vous parlais de trouver les bonnes cibles pour les patients, et je vois qu'on était ensemble à un colloque, justement, hier, où on discutait justement de l'accès aux tests moléculaires dans le cancer du sein. Et en avant le fait que on peut le faire techniquement, on peut mettre en évidence toutes ces anomalies. C'est très utile justement pour des essais thérapeutiques. Donc là, effectivement, pour pouvoir dire, voilà, dans le cas de votre tumeur, ça peut être éventuellement utile de tester telle nouvelle molécule. Mais par contre, au jour d'aujourd'hui, même si les choses sont en train d'évoluer, finalement, l'accès à un certain nombre de médicaments qui sont déjà présents, pour lesquels il y a des AMM au niveau européen, mais qu'il n'y a pas forcément de prise en charge, parce qu'on a considéré que le rapport inconvénient et bénéfice n'était finalement pas suffisamment bon pour dire que l'assurance maladie devait rembourser ce type de médicaments, même s'il y a des AMM. Après, on peut discuter de ça. Est-ce qu'il vaut mieux se concentrer sur le fait qu'au moins les fameux anticorps conjugués dont je vous ai parlé, qui coûtent très cher, au moins il y ait un accès à toutes les personnes qui en ont besoin et chez qui c'est indiqué, de se dire que pour d'autres médicaments qui sont intéressants mais qui sont peut-être pas forcément avec le même taux d'efficacité et des effets secondaires non négligeables, est-ce que c'est ça qu'il faut mettre en priorité, même si ça se perfectionne, et continuer sur les essais. Donc ça c'est un débat justement dans lequel justement les associations de patientes ont leur part. C'est pas que de la décision ni économique ni purement médicale. Bref, donc simplement pour dire qu'il existe justement à Curie ce qu'on appelle une réunion pluridisciplinaire, justement, spécifiquement ciblant le cancer du sein, et surtout donc les cancers du sein métastatiques, pour faire un peu l'analyse de toutes ces séquençages, de toutes ces analyses des tumeurs des patientes qui proposent d'avoir justement, ou de l'utilisation des prélèvements de biopsie, pour pouvoir faire une analyse et voir si éventuellement elle serait sur ces différents panels, voir ce qu'on trouve comme analyse génomique. Alors, dans la majorité des cas, on n'a pas forcément quelque chose qui serait pertinent, qui va déboucher sur une proposition thérapeutique. C'est plutôt une minorité de cas pour le moment, mais c'est des choses qui peuvent être amenées à changer si le nombre de médicaments disponibles l'est. Mais ça permet effectivement de trouver un certain nombre de mutations particulières et là, d'orienter les patientes vers des essais. Donc ça fait partie aussi des choses qui sont faites à l'Institut Curie. Voilà, c'était très superficiel et rapide, j'espère que je ne vous ai pas trop noyé dans les détails. Alors, avant que vous prépariez vos questions, déjà, merci beaucoup, professeur Pierre Gap, pour cet exposé. Ce qu'on peut souligner, c'est effectivement pour ces 3 grandes familles de cancer du sein, il y a des avancées pour chacune d'entre elles, avec ces anti-CDK, ces nouvelles molécules donc anti-hormonales, les CERD, donc pour les cancers hormonodépendants, pour les patientes avec une maladie HER2, donc avec tous ces anticorps conjugués
qui sont très importants. Et je dois dire qu'on a fait partie aussi des associations avec Anne-Vincent Salomon qui ont souligné l'importance, par exemple, de savoir que vous soyez avec une maladie hormonodépendante ou triple nègre, si vous êtes HER2 low ou faible. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut rediscuter avec vos équipes parce que c'est une ligne de traitement maintenant accessible qui vient en plus. Donc, c'est vraiment une ligne de traitement, des mois, voire des années de vie en plus avec ce traitement qui est très intéressant pour ces deux groupes de patientes et on ne le sait pas toujours. Donc vraiment savoir ce niveau d'information sur l'anapathe. Hein. Donc il faut bien se demander à votre médecin. Mais vous pouvez me redire mon anapathe là, ça vaut le coup de poser la question. Et puis pour les patientes triple négatives, on a vu il y a eu donc beaucoup de nouveaux médicaments qui sont là et on continue donc à en trouver d'autres et à associer aussi l'immunothérapie qui effectivement pour l'instant était encore relativement peu utilisée dans les cancers du sein. Ce que je voudrais souligner, c'est, vous l'avez mentionné, c'est deux choses. Est-ce que vous pouvez nous redire aussi en tant que clinicien-chercheur, on voit bien là toutes ces cibles potentielles, il y en a tout un râteau là, on n'a pas tout ça dans nos comptes rendus. Donc éventuellement, quand est-ce qu'on rebiopsie, quand est-ce qu'on redemande, quand est-ce qu'il faut réévaluer la maladie pourquoi pas, parce que pour accéder à l'essai, il faut avoir justement la petite mutation qui va bien. Donc ça, je pense que c'est une question importante. Et donc en parallèle, dire aussi que parmi les actions des associations, il y a tout le problème de l'accès. C'est-à-dire que c'est bien les essais cliniques, mais ça ne veut pas dire que le médicament est disponible en France pour toutes les patientes. Et il y a un enjeu aussi qu'on aille sur toutes ces étapes-là. Donc il y a les accès précoces qui sont souvent possibles après les essais cliniques, mais il y a aussi après l'accès remboursé en France. Et ça, ce n'est pas gagné à tous les coups. On a plusieurs lignes de traitement, notamment pour les cancers du sein hormonodépendants, où on n'a pas en fait les accès en France pour deux types de médicaments, alors qu'en Europe, ailleurs, on l'a. Donc il y a un vrai sujet qu'on essaye d'adresser à plusieurs associations, mais il faut vraiment nous soutenir là-dessus. Et il y a aussi la même chose, c'est l'accès au testing, qui n'est pas forcément remboursé pour tout. Et en gros, le testing, c'est le sésame qui va vous donner l'accès aux thérapies ciblées. Donc si on ne vous teste pas, vous n'aurez jamais la molécule, même si elle est sur le marché français. Donc c'est vraiment quelque chose aujourd'hui à discuter. Et donc je pense que ça serait utile de nous rappeler finalement quand est-ce qu'on... Voilà, il y a des tests qu'on va faire à tout le monde, heureusement, mais il y a aussi ces tests pour la recherche. Peut-être repréciser ça avant qu'on prenne les autres questions. J'ai été un peu longue, désolée. Non, mais c'est très important. C'est pour ça, quand je disais que j'étais volontairement superficiel, entre guillemets, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de points à aborder. Je voulais juste donner quelques orientations. Et par exemple, dans les molécules qui sont utilisées en routine disponible, il y a ce qu'on appelle les inhibiteurs de PARP. Donc ça, c'est des molécules qui servent, mais qui ne sont efficaces que si la personne est porteuse d'une mutation des gènes de prédisposition au cancer du sein, les BRCA1, BRCA2. Voilà. Donc mais ça ne marche que s'il y a cette mutation. Après, on peut discuter, savoir si c'est forcément ce qu'on appelle constitutionnel, c'est-à-dire dans les gènes de la personne, et c'est là où il y a une indication normalement de ces médicaments. Et il y a quelques cas, mais qui sont relativement rares, où parfois on peut trouver la mutation que dans la tumeur et pas chez la personne. C'est différent des personnes qui ont par exemple des cancers de l'ovaire où on peut avoir vraiment une dissociation entre les deux, alors que dans le cancer du sein, c'est assez rare que finalement la personne n'ait pas le gène au niveau ce qu'on appelle constitutionnel et qu'il soit que dans la tumeur. Bref, toujours est-il que la question, c'est là, il y a des médicaments qui sont remboursés, qui sont accessibles, que l'on peut donner et qui sont utilisés justement à la phase métastatique si on a vu que la personne était porteuse de ce type de mutation. Et ça fait partie des choses, vous faites maintenant, dans toutes les recommandations, il faut avoir le statut, même si la probabilité est faible, parce que c'est moins de 5%, c'est plutôt 4% globalement de la population. Mais c'est essentiel, parce que là, on a un médicament spécifique. Et donc là, ça fait partie des choses disponibles et pour lesquelles on a un test. Donc, dans l'entrée dans, au moins, alors ça se discute à un stade plus précoce, mais au moins dans l'entrée dans la maladie métastatique, d'avoir cette information, maintenant ça fait partie effectivement des choses qu'il faut savoir. Par contre, effectivement, c'est ce qu'on évoquait, c'est qu'il y a d'autres mutations, hein, ce qu'on appelle PIK3CA, etc. Il y a des médicaments qui sont, par exemple pour PIK3CA, il y a un médicament qu'on a eu un certain temps, ce qu'on appelle en accès précoce, qui a une AMM européenne, qui n'est pas un médicament de tout repos, hein, ça peut vous donner un diabète qu'il faut savoir équilibrer. Donc on s'est transformé oncologue
qui n'était pas notre cœur de métier en endocrinologue et diabétologue, et ce n'était pas forcément là où on excellait. Donc heureusement, on s'est fait aider de nos camarades, eux, compétents dans ce domaine. Mais enfin, non, mais c'est plus pour dire que voilà, c'est pas forcément des choses anodines, loin de là, comme effet secondaire, mais qui avaient potentiellement une efficacité, en tout cas, qui permettait de gagner, là aussi, du temps dans le contrôle de la maladie, sans passer directement à des choses éventuellement comme des chimiothérapies plus conventionnelles. Donc là, c'est toute une discussion de savoir, effectivement, est-ce que c'était une bonne décision ou pas de finalement de ne pas donner de remboursement et d'accès finalement à ce médicament-là, parce que c'était, on va dire, gagner du temps, mais pas forcément un bénéfice clair, ce qu'on appelle sur ce critère de jugement qui est la survie globale. Et donc là, ça c'est effectivement un débat. Mais à partir du moment où on n'a pas accès à ce médicament et en dehors d'un essai très particulier où ça n'a pas de conséquences pratiques, est-ce que c'est une perte de chance pour les personnes de ne pas avoir eu le test et de ne pas savoir si finalement sa tumeur a cette mutation? Là aussi, je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, là tout de suite maintenant, de dire ah ben on ne m'a pas testé PIK3CA sur ma tumeur, j'ai perdu des chances. Non, c'est pas vrai. Donc est-ce que c'est disant ben voilà, moi pourquoi mon oncologue m'a jamais parlé de se faire ce test? Là, dans la mesure où ça ne va pas déboucher sur quelque chose de concret, est-ce que c'est utile? Par contre, de se dire, d'avoir cette information, parce que justement, s'il y a un essai, quelque part, qui pose cette question d'une nouvelle molécule? Et il y en a qui arrivent, justement, c'était dans ma foule de diapositives, voilà. Il y a des nouvelles molécules avec ça qui arrivent et qui seraient peut-être un peu mieux tolérées. Justement, là, de ne pas avoir cette information, on peut considérer effectivement que là, c'est dommage. Donc, c'est effectivement la politique qu'on a pu mettre en place grâce aux moyens qu'on a du département de biologie des tumeurs, etc., et des compétences justement acquises avec toute la section recherche et après, donc justement, sur la pharmacologie. C'est de pharmacogénomique, c'est de dire, voilà, on peut le faire à partir du moment où on a les échantillons chez les patientes, en tout cas, qu'on prend en charge ici. Et ça, c'est effectivement, c'est une discussion. Nos collègues américains ont résolu le problème. Vous payez, vous allez vous faire... c'est quand même, bon, si vous avez quelques milliers de dollars en trop, parce que c'est quand même pas non plus... vous avez cette information. On a un raisonnement en France et en Europe d'une manière générale, voilà, c'est pas parce qu'il y a un test qui fonctionne qu'on peut le faire, qu'il faut forcément le faire dans tous les sens, il faut forcément le rembourser, à partir du moment où on n'a pas démontré qu'il y avait ce qu'on appelle une utilité clinique. Est-ce que d'avoir cette information qu'on peut avoir en payant voilà, sur la tumeur, est-ce que ça va réellement améliorer le devenir d'une patiente, d'avoir cette information tant qu'on ne l'a pas vraiment démontré par des preuves, montrant que, effectivement, grâce à cette information, les patientes ont vécu plus longtemps et mieux parce qu'on a pu accéder à des médicaments, et on n'a pas cette information. Sans rentrer dans les essais, il y a un essai qui s'appelait l'essai Saphir 02, qui était un essai fait dans le cadre du Unicancer, mené par Fabrice André de Gustave Roussy, auquel on a largement participé, et en particulier Yvan Bièche, d'ici sur les aspects moléculaires de cet essai, qui a essayé de montrer que voilà, si on avait cette information et qu'on avait une thérapie ciblée, on la donnait par rapport à ne pas avoir cette thérapie ciblée. Alors c'est la bouteille à moitié vide, à moitié pleine, mais on peut considérer qu'on n'a pas démontré avec cette étude qu'on permettait de vivre plus longtemps aux patientes d'avoir eu ce type d'essai. Mais c'était vrai il y a quelques années, on a plus de molécules. Donc est-ce que pour le moment on dit non, on n'a pas démontré l'utilité? Est-ce que ça va changer? C'est bien sûr, c'est ça qu'on attend. Mais c'est aussi là, c'est plus uniquement médical, ça devient effectivement politique d'une certaine manière, de politique de santé, jusqu'où on va dans l'accès, le remboursement de tout, ou pas de tout. Et d'autres ont choisi, si vous avez les moyens de payer, ou que vous avez la bonne assurance, allez-y. C'est une autre vision des choses. Merci beaucoup. Avant de prendre une question dans la salle, on a plusieurs questions en distanciel, mais on va en prendre une. C'était sur où en est-on, donc d'un point de vue recherche, sur un vaccin curatif? Ça dépend ça dépend dans quoi, en fait. Effectivement, sur les aspects de vaccins curatifs,
il faut avoir les bonnes cibles justement sur le plan immunologique pour pouvoir éventuellement espérer avoir quelque chose. Pour le moment, on est plus sur des approches. Il y a un essai, par exemple, en cours sur un vaccin contre les maladies HER2+, par exemple, mais qui est dans une optique, là, on va dire en situation adjuvante, c'est-à-dire sur une maladie potentiellement microscopique, c'est-à-dire pas une maladie en place avec déjà une extension. Et là, on est plus effectivement pour essayer de montrer que les défenses immunitaires qu'on va pouvoir générer vont être capables d'éradiquer éventuellement le reliquat de quelques cellules. Par contre, sur une maladie réellement en place, métastatique déjà étendue, pour le moment, non, on n'a pas encore de ce type de stratégie, même s'il y a de la recherche. Mais après, là où c'est le plus prometteur peut-être, c'est lorsque, par exemple, il y a des virus qui sont impliqués dans la genèse du cancer, où là, effectivement, bon, c'est d'abord sur la prévention, hein, donc on va faire un petit liaïus sur faire vacciner tout le monde contre le HPV, filles et garçons, et contre l'hépatite B. Non, mais ça me met en homme. Écoutez, en répétant les messages, je pense que ça finit par... Et donc, là, effectivement, on a plus de vis. Mais par contre, sur l'aspect réellement curatif sur des maladies en place, on n'est pas encore là. Et ça rejoint peut-être aussi des questions, peut-être derrière aussi, il y a les gens qui posent la question, là aussi, de cellules immunitaires qu'on va pouvoir essayer d'utiliser, qu'on aura modifiées pour essayer d'être efficaces. Alors, c'est ce qu'utilisent nos collègues hématologues actuellement, ce qu'on appelle les CAR T-cells. Donc, pour le moment, dans les tumeurs solides, c'est encore... Voilà, mais ça fait partie des programmes là aussi de recherche, et l'Institut Curie se met en place pour avoir justement l'accès aux CAR T-cells, alors déjà en hématologie, mais sur les tumeurs solides, pour le moment, c'est des choses extrêmement préliminaires sur des tumeurs pas forcément les plus fréquentes où on a eu quelques réponses, pour être très, très prudent par rapport à ça. Donc pour le moment sur le cancer du sein, et il y a eu une publication une fois, et donc ça, plusieurs patientes m'ont le ressorti parce que ça avait été très médiatisé. On avait pris les cellules d'une patiente qu'on avait modifiées, on les avait réinjectées et on avait obtenu des rémissions longues mais c'était 2 cas, et puis depuis, on n'en a plus forcément entendu parler. Donc avant de dire que c'est quelque chose... voilà, mais ça suscite beaucoup d'espoir, bien sûr, ce type d'appel. Merci beaucoup. Alors, une autre question qui vient, j'allais dire, des questions en ligne, qui me paraît intéressante, c'est jusqu'à il y a relativement peu de temps, la plupart des personnes qui avaient des métastases cérébrales ne pouvaient pas rentrer dans les essais cliniques. Heureusement, c'est en train de changer. Vous avez souligné d'ailleurs qu'un certain nombre de thérapeutiques, entre guillemets, agissent sur ces fameuses métastases cérébrales qui sont évidemment très inquiétantes quand on est concerné. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement est-ce que tous les médicaments peuvent aller dans le cerveau, entre guillemets? Qu'est-ce qui fait, par exemple, dans ces nouvelles thérapeutiques, est-ce que dans ces innovations, elles passent mieux et elles vont pouvoir agir? Et est-ce que aujourd'hui, le fait d'avoir une ou plusieurs métastases cérébrales est un frein pour entrer dans un essai ou plus du tout, ou ça dépend des essais? Non, c'est vraiment une question très très importante parce qu'effectivement, on va dire de façon un peu classique, effectivement, généralement c'était un point d'arrêt pour dire vous ne pouvez pas rentrer dans telle ou telle étude. Sauf pour des essais qui avaient pour but justement de regarder spécifiquement ce qui se passait dans le cas de métastases cérébrales, ce qui a été fait par exemple dans le développement de médicaments ciblant particulièrement la maladie HER2 positive, où il y a un essai qui typiquement lui est parti sur l'idée on va surtout mettre des patientes qui ont des métastases cérébrales pour tester l'efficacité de notre petite molécule, ce qu'on appelle un inhibiteur de tyrosine kinase, et qui a montré justement, et ça c'était quand même, ils ont très bien fait de montrer qu'il y avait une efficacité réelle et cette petite molécule passait bien au niveau cérébral. Et puis les autres qui sont, on va dire, avec la grosse artillerie plus classique, en disant non, on va surtout pas se mettre dans cette situation qui est compliquée, on va pas savoir. Et quand Delphine disait on veut des choses pures pour pouvoir réfléchir et dire voilà, dans cette situation c'est que ça a marché, mais d'essayer d'avoir des patients qui ont à peu près toutes les mêmes caractéristiques. Donc si on met qui ont des métastases cérébrales, d'autres qui n'en ont pas, est-ce que ça va changer les choses? Donc c'est pour ça qu'ils ont fait... Alors je ne sais pas si on peut considérer que c'est une erreur, non, pas forcément, mais enfin en tout cas, ce n'était pas forcément leur idée Et ils ont exclu les patients qui avaient ça. Alors quand même, les patients pouvaient quand même rentrer dans ce type d'essai à partir du moment où leur métastase cérébrale était bien contrôlée. Mais on parlait de l'urgence de rentrer dans l'essai, il fallait qu'elle soit bien contrôlée depuis suffisamment longtemps. Donc quand on est juste face à quelque chose qu'on vient de découvrir et qu'il faut faire les traitements, les rayons, ce n'est pas forcément évident.
Mais donc, effectivement, on s'est aperçu que cette grosse molécule, on s'est dit ça n'a jamais passé à l'intérieur du cerveau, ça, à travers les petits vaisseaux et puis cette fameuse barrière qui sépare le cerveau du sang. Et donc, ça ne va pas la passer. Bah si, ça marche, et ça marche justement, manifestement, très bien. Donc, ça, c'est un enjeu, effectivement. Est-ce qu'il faut faire des études maintenant que pour des personnes qui ont des métastases cérébrales, ou est-ce qu'on met tout le monde? Et donc là, ça aussi, ça dépend beaucoup de ce qu'on veut chercher à démontrer. Mais c'est vrai que d'une manière générale, les métastases cérébrales, bah, c'est effectivement pas qu'il y ait des choses qui soient plus ou moins graves, mais enfin souvent, c'est quand même celles qui entraînent le plus de gènes, de handicap, parce que ça peut avoir des conséquences sur le plan neurologique, on peut se retrouver avec un déficit moteur, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes et qui rendent les choses plus compliquées. Mais ça fait partie des enjeux majeurs, effectivement, où les choses s'améliorent. Et puis, on parle beaucoup de molécules, de chimiothérapie, etc. Mais il ne faut pas oublier nos petits camarades qui font de la radiothérapie, hein, parce que là, c'est clair que les progrès technologiques ont été majeurs et fondamentaux. Et que maintenant, j'ai été radiothérapeute dans une vie antérieure, il y a très longtemps. Et à l'époque, ben, c'était pas si évident ça d'avoir les machines et les techniques pour pouvoir faire des choses extrêmement précises en termes d'irradiation. Maintenant, c'est devenu une grande banalité de dire on va faire une irradiation dite stéréotaxique sur des lésions très précises et qui, effectivement, vont éviter d'avoir faire une irradiation de tout le cerveau avec les éventuelles conséquences que cela peut avoir, même si on peut maintenant essayer de les limiter avec ce qu'on appelle, en préservant les hippocampes, donc, au niveau du cerveau, hein, sur les circuits de la mémoire, donc on peut essayer de les épargner dans l'irradiation. Mais voilà, de faire une irradiation très localisée sur une métastase ou deux métastases, maintenant ils arrivent même à le faire sur 5, enfin, les choses sont devenues extrêmement précises et ouvrent beaucoup de perspectives d'amélioration de l'efficacité, mais surtout préserver la qualité de vie, justement en limitant les conséquences de ces irradiations. Et ça a aussi considérablement changé la vie de patientes qui ont, avant, dire, voilà, vous avez métastase cérébrale, là, non, maintenant, typiquement dans ce type, surtout maladie HA2+, où c'est souvent plus fréquent, on peut avoir eu une irradiation stéréotaxique d'une ou deux métastases, voire ça peut se répéter, et continuer à avoir une maladie toujours contrôlée avec les anticorps. Donc ça, c'est effectivement un des changements importants. Eh bien, merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Sinon, vous pourrez peut-être... Ah, s'il y en a une là, je vais aller la porter. Et après, on pourra continuer à échanger lors de la pause déjeuner. Et on va avoir une après-midi qui sera beaucoup plus portée sur vivre autrement avec la maladie. Donc, on vous invite bien sûr à rester avec nous. Donc, là, une question pour Françoise. Vous nous avez dit combien la maladie peut être évolutive et durer dans le temps. Et vous nous avez parlé aussi de l'augmentation des tests d'une façon générale, mais l'inefficacité dans une certaine mesure de tout tester pour tout le monde et en aveugle. Mais ma question est, pour quelqu'un qui a eu un cancer du sein, par exemple, il y a plus de 10 ans ou 20 ans, ça existe, qui a été traité ici, où les tests n'étaient pas nombreux, ça se limitait à HER2, aux récepteurs hormonaux. Qu'en est-il quand il y a une rechute maintenant, par exemple? Alors, quand il y a une rechute, alors il y a la possibilité, et donc je me tourne aussi vers Anne Salomon, c'est de dire on peut retourner aux archives parce que le service d'anatomopathologiste garde les échantillons, hein, indéfiniment, ce qui n'est pas forcément le cas dans des laboratoires privés. Vous savez. Voilà. Donc, on peut y retourner pour faire ces analyses. Et donc, si c'est des tests, on va dire, sur l'ADN de la tumeur, ça reste longtemps, hein, puisqu'on peut même faire des tests sur des os préhistoriques. Donc, voilà, donc ça, on peut récupérer les choses. Mais, d'une manière générale, quand c'est possible, pour la prise en charge, on va dire, optimale, on considère qu'il faut essayer d'avoir une nouvelle biopsie de la maladie métastatique. Parce que, même, surtout pour un cas comme celui que vous évoquez, le fait qu'il y ait un très long délai pour savoir s'il y a eu des changements. D'ailleurs, est-ce que c'est bien la métastase de cette tumeur d'il y a 20 ans? C'est possible, on sait que ça peut arriver dans le cancer du sein. C'est heureusement pas très fréquent, mais ça peut arriver. Mais de savoir si ce n'est pas
autre chose, différent, avec des caractéristiques différentes et qui vont forcément avoir des conséquences sur les choix thérapeutiques et la stratégie qui ne sera pas la même. Donc effectivement, il y a cet aspect de refaire plutôt une biopsie. Donc ça, c'est là aussi nos collègues radiologues interventionnels, et là aussi, ça s'est bien perfectionné, heureusement, et donc ça devient là. Et puis, il y a tout cet aspect un peu... alors je suis un peu biaisé parce que c'est un sujet qui m'intéresse plus particulièrement, qui est ce qu'on appelle la biopsie liquide, c'est-à-dire d'avoir à partir d'une prise de sang un certain nombre d'informations, mais qui n'auront pas forcément, avant de dire que la biopsie liquide va remplacer la biopsie standard et le rôle de l'anatomopathologiste, j'attends qu'elle régisse, non, ça va. Non, on n'y est pas, ça va nous donner quelques informations sur, par exemple, sur des mutations précises. Ça, on pourra effectivement avoir l'information avec la biopsie liquide, mais on n'aura pas tout le champ de ce qui nous intéresse pour pouvoir traiter. Si je peux, pardon. Oui, il paraît que j'ai le droit de faire un petit commentaire. Moi, je me dis, parce qu'on est en retard, mais à la fois, merci, c'est un incroyable exposé qui montre tellement bien la complexité, à la fois tes diapos et ce que tu en dis, et qui nous plonge évidemment à la fois dans l'espoir, mais aussi dans l'incertitude. Je pense qu'on vit ces deux choses de manière très parallèle, et que ça nous fait vraiment des choses. Après, je me dis, dans une situation, pour moi, ça illustre vraiment cette première diapo qu'on a montrée sur le décalage entre le savoir scientifique médical de l'expert et ce qu'on est quand on est une patiente confrontée à la maladie. Et je me dis, mais il faut vraiment mettre le paquet pour réussir à établir cette relation de confiance avec son oncologue. Parce que quand on voit ce que tu nous racontes, c'est ça qui, à mon avis, va changer la donne. Sur le plan psychologique, en tout cas. Merci beaucoup.